quelque chose a cassé et vous en payez déjà le prix. Sans annonce officielle, sans alerte rouge, pendant que tout le monde regardait ailleurs, l'équilibre économique entre les États-Unis et le Canada s'est fissuré. Et ce n'est pas une histoire de diplomatie lointaine, c'est votre quotidien. Le plein d'essence plus cher, une voiture neuve qui disparaît du budget, des pénuries qui surgissent sans avertissement. Ce que vous ressentez n'est pas un accident, c'est un effet. Pendant des décennies, le rapport était simple. Un partenaire dominant, un partenaire dépendant. On pensait que cette dépendance garantissait le contrôle. Mais voici la contradiction que personne n'avait intégrée. À partir d'un certain seuil, la pression ne soumet plus. Elle déclenche une fuite. Et quand cette fuite commence, elle est silencieuse, mais irréversible. Regardez bien ce détail que presque personne ne relie encore. Pipelines qui ne peuvent pas changer de direction, usines conçues pour un seul type de matière, chaînes industrielles incapables de ralentir sans se briser. Le système était rigide. La décision, elle, a été rapide. Et maintenant, une question dérangeante s'impose. Qui dépend réellement de qui quand il n'y a plus de retour possible? Ce qui s'est passé n'est pas un incident isolé. C'est le début visible d'un glissement plus large. Tout commence par une décision présentée comme technique, des tarifs, des ajustements commerciaux, rien qui en surface ressemble à une rupture stratégique. Officiellement, il s'agissait de corriger un déséquilibre, de reprendre la main, de rappeler qui contrôle l'accès au marché. Mais en réalité, cette décision s'inscrivait dans une logique plus ancienne. L'idée que certains partenaires n'ont pas d'alternative crédible. Le Canada exportait l'essentiel de sa production vers un seul pays. Cette concentration a longtemps été perçue comme une garantie de stabilité. Pourtant, ce que révèle la situation actuelle, c'est qu'une dépendance trop extrême crée un réflexe inverse. Elle transforme un partenaire en acteur en alerte permanente, obligé d'imaginer des issues de secours. Remarquez ce qui n'a pas été dit au moment des annonces. Personne n'a expliqué ce qui se passerait si l'autre côté décidait de ne plus absorber le choc. Personne n'a posé la question la plus simple. Que fait un pays quand la relation dont il dépend devient une menace pour sa survie économique? C'est là que l'histoire change d'échelle. L'affirmation centrale est simple et elle dérange. La stratégie de pression n'a pas produit de soumission. Elle a produit une réorientation. Regardez le premier choc concret. Les tarifs ont été appliqués en partant d'un postulat implicite. L'autre côté absorberait le coût pour préserver l'accès au marché. Mais très vite, un détail matériel a tout fait basculer. Les raffineries du Midwest américain dépendent massivement d'un type précis de pétrole lourd, pas un substitut abstrait, une matière bien réelle, acheminée par des pipelines orientées dans un seul sens. Quand le coût de cette matière augmente, il n'existe pas de solution rapide. On ne change pas la chimie d'une raffinerie par décret. Le résultat est visible. Les hausses de prix ne sont pas restées théoriques. Elles sont apparues à la pompe, avec des augmentations de plusieurs dizaines de centimes par gallon dans certaines régions. Ce n'est pas un signal politique, c'est une contrainte physique. Et c'est là que le récit officiel commence à se fissurer. Mais voici la partie que beaucoup ont manqué. Pendant que le consommateur américain absorbait la hausse, le producteur canadien n'était pas coincé. Il observait, il calculait et surtout, il regardait ailleurs. L'hypothèse selon laquelle il n'existait pas d'alternative commençait déjà à s'effondrer. La vraie question n'est donc pas pourquoi les prix ont monté, c'est pourquoi personne n'a anticipé ce qui allait suivre. La situation ne s'est pas figée, elle s'est accélérée. Une fois le premier choc absorbé, quelque chose de plus profond s'est enclenché. Les ajustements temporaires sont devenus des habitudes. Les surcoûts, au lieu d'être traités comme une anomalie, ont commencé à être intégrés comme une nouvelle normalité. C'est exactement ainsi que les ruptures systémiques s'installent, pas par effondrement soudain, mais par glissement progressif. On a déjà vu ce mécanisme ailleurs. Quand une infrastructure est conçue pour une seule configuration, toute tentative de forcer le système crée des pertes en chaîne. Ici, ce sont des usines qui ralentissent, des lignes de production qui s'arrêtent quelques jours, puis quelques semaines. Et ces pauses deviennent des décisions structurelles. Rien de spectaculaire à l'écran, juste une érosion continue. Mais voici le point de bascule que peu de gens ont relevé. Ce qui devait être une mesure exceptionnelle est devenu un paramètre de calcul permanent. Les entreprises n'attendent plus un retour à la normale. Elles commencent à planifier sans lui. Et à partir de là, le rapport de force change.
Ce qui était impensable hier devient acceptable aujourd'hui, et ce qui devient acceptable finit toujours par s'installer. C'est là que l'escalade cesse d'être politique et devient mécanique. Le deuxième choc est plus discret, mais beaucoup plus corrosif. Alors que le discours public insistait sur le contrôle et la fermeté, les flux réels racontaient une autre histoire. Une fois une nouvelle voie ouverte, elle n'a pas servi de simple plan B. Elle est devenue une option principale. Des volumes entiers ont commencé à changer de direction, pas par provocation, par efficacité. Quand un système découvre qu'il peut fonctionner sans son ancien centre de gravité, il ne revient presque jamais en arrière. Et c'est ici que la contradiction devient impossible à ignorer. D'un côté, on promettait que la pression ferait revenir la production à la maison. De l'autre, les décisions prises sur le terrain allaient exactement dans le sens opposé. Les chaînes d'approvisionnement se sont allongées, les partenaires se sont diversifiés, les engagements se sont déplacés hors du cadre initial. Mais regardez ce détail qui change définitivement la lecture de la situation. Une fois que l'alternative existe, la menace perd sa force. Elle ne discipline plus. Elle incite à s'échapper plus vite. À ce moment précis, le levier se transforme en coût. Ce n'est plus une négociation, c'est une perte d'asymétrie. Et quand l'asymétrie disparaît, la stratégie qui reposait dessus s'effondre avec elle. Ce qui suit n'est pas un ajustement, c'est une reconfiguration. Puis tout s'est empilé, très vite. D'abord, des retards logistiques présentés comme temporaires. Ensuite, des hausses de coûts répercutées provisoirement sur le consommateur. Puis des annonces de pause de production, site par site, modèle par modèle. Rien de spectaculaire pris isolément. Mais mis bout à bout, la pression est devenue constante. Le système n'avait plus de marge pour absorber le moindre choc supplémentaire. Regardez la vitesse. Les décisions qui prenaient autrefois des années ont été compressées en quelques trimestres. Les entreprises ont cessé d'attendre des signaux politiques clairs. Elles ont agi sous contrainte. Quand les intrants deviennent incertains, on sécurise ailleurs. Quand les règles changent trop souvent, on réduit l'exposition. Et quand la visibilité disparaît, on coupe. Mais voici le moment critique. Plus les acteurs s'adaptent individuellement, plus le collectif perd en cohérence. Chaque solution locale fragilise l'ensemble. Chaque contournement accélère la désintégration. Ce n'est pas une crise unique. C'est une pile de micro-crises qui se renforcent. La question n'est plus de savoir qui a déclenché quoi. La question est simple et elle est urgente. Que se passe-t-il si cela continue? À ce stade, l'impact cesse d'être abstrait. Il devient personnel. Si vous vivez dans une région industrielle, vous l'avez peut-être déjà ressenti. Des heures réduites, des commandes retardées, des prix qui montent alors que les salaires, eux, restent immobiles. Même sans travailler dans l'énergie ou l'automobile, vous êtes pris dans le courant. Parce que quand une chaîne se fragilise, ce sont toujours les mêmes qui absorbent le choc en dernier. Vous voyez moins de choix, des délais plus longs, des décisions prises sans explication claire et surtout une impression diffuse d'instabilité. Pas assez grave pour faire la une chaque jour, mais suffisante pour modifier des comportements, reporter un achat, renoncer à un projet, hésiter avant d'investir. Ce sont ces micro-décisions, répétées des millions de fois, qui transforment une tension économique en réalité sociale. Remarquez aussi ce qui disparaît du débat public à ce moment-là. On parle de stratégie, de fermeté, de souveraineté, mais on parle moins de la fatigue cumulative, de l'incertitude permanente, de ce sentiment que les règles peuvent encore changer demain. Si tout cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires, parce que ce que vous ressentez n'est pas isolé. C'est un signal. Et ce signal pointe vers quelque chose de plus vaste que des prix ou des tarifs. À ce niveau, l'histoire n'est plus une question de décision individuelle, c'est une question de mécanisme. Ce qui permet à ce type de bascule de se produire, ce n'est pas la colère ni l'idéologie, c'est l'incitation. Quand un système récompense la vitesse de sortie plus que la loyauté, les acteurs rationnels s'adaptent. Les entreprises cherchent la prévisibilité avant tout. Les États cherchent à réduire leur exposition au risque. Et quand un partenaire devient imprévisible, même sans intention hostile, il perd sa position centrale. Voici l'insight inconfortable que les récits classiques évitent. Le pouvoir ne disparaît pas quand on l'utilise. Il disparaît quand son usage rend les autres dépendants de moins en moins nécessaires. La pression crée du mouvement. Et le mouvement, une fois amorcé, redessine les cartes bien au-delà de l'événement initial. Regardez comment la logique s'inverse.
Ce qui devait renforcer le contrôle a accéléré la diversification. Ce qui devait sécuriser l'espace économique a ouvert des brèches. Et ce qui était censé envoyer un message de force a, en pratique, signalé une source de volatilité à contourner. Ce n'est pas un complot, c'est un alignement d'intérêts. Et quand les intérêts s'alignent ailleurs, le centre se déplace. Calmement, méthodiquement, presque sans bruit. Mais une fois ce déplacement engagé, il ne pose plus la question du pourquoi. Il pose la question du futur immédiat. À partir d'ici, deux trajectoires commencent à se dessiner. Aucune n'est théorique. Les deux sont déjà en mouvement. Dans le premier scénario, la friction devient permanente. Les acteurs s'adaptent, mais sans coordination. Les flux se redirigent, les alliances se diluent. Le système nord-américain continue de fonctionner, mais moins efficacement, plus cher, plus lentement. Rien ne s'effondre brutalement. Pourtant, chaque année, un peu de cohérence disparaît. Et ce type d'érosion est difficile à inverser, parce qu'il n'y a jamais un moment précis où l'on décide d'arrêter. Dans l'autre scénario, une tentative de recentrage émerge. Pas un retour en arrière complet, plutôt un effort tardif pour restaurer la confiance, stabiliser les règles, réduire l'incertitude. Mais même là, le temps joue contre ce choix. Les alternatives sont déjà en place. Les investissements ont déjà changé de cap. Et une fois que les options existent, elles continuent d'exister, même si la pression retombe. Voici ce qui rend ce moment instable. Les décisions clés ne sont plus prises sur la base de promesses, mais d'anticipation. Et l'anticipation dominante aujourd'hui, c'est que le prochain mouvement est déjà en train de se former. La seule inconnue, c'est qui le contrôlera et qui devra s'y adapter. Ce que cette histoire révèle, au fond, n'est pas un conflit commercial, c'est une leçon de pouvoir. Quand un système confond dépendance et contrôle, il crée les conditions de sa propre fragilité. La vraie force ne vient pas de la capacité à imposer des coûts, mais de la capacité à rester indispensable. Le moment où un partenaire commence à planifier sans vous, le rapport a déjà changé. Pas demain, pas plus tard, à cet instant précis. Reformulez tout ce que vous venez d'entendre en une seule phrase et elle devient troublante. Ce n'est pas la rupture qui a affaibli l'équilibre nord-américain, c'est la certitude qu'il ne pouvait pas se rompre. Une certitude partagée, jamais testée. Jusqu'à maintenant. Et ce qui vient ensuite ne sera pas annoncé par un discours ou un vote spectaculaire. Ce sera visible dans des décisions silencieuses, des flux qui évitent, des partenariats qui se font ailleurs. Ce genre de changement ne fait pas la une, mais il redessine le monde réel. Si vous voulez comprendre ce qui se prépare avant que cela n'apparaisse dans les titres, abonnez-vous, parce que cette histoire ne s'arrête pas ici. Elle ne fait que révéler sa couche suivante.